Ça veut dire quoi, choisir tout ? Faire rimer ses aspirations pro et perso, faire des choix en conscience, les réévaluer quand c'est nécessaire ? Approfondir sa connaissance de soi ? Agir là où on le veut et on le peut ? Être en lien avec les autres ? Bienvenue dans Les Équilibristes, le podcast qui vous aide à vivre l'équilibre des temps de vie qui vous convient, en faisant des choix et de la place à ce qui compte pour vous. J'invite à mon micro des femmes, des hommes, des experts. Ensemble, on parle de ces sujets millefeuilles, connaissance de soi, carrière, famille. À la fin de ces conversations, vous aurez réfléchi, ri, pris du recul et surtout, vous aurez envie de vous mettre en action pour construire la recette qui vous convient. Je m'appelle Sandra Fiodo et je suis la fondatrice de Conscious Cultures, une société de conseil et de coaching qui vise à promouvoir une meilleure intégration des domaines de vie pour que carrière et vie personnelle se construisent ensemble, en harmonie. Si vous aimez les équilibristes, pensez à vous inscrire à ma lettre, numéro d'équilibriste, que j'envoie 2 fois par mois pour partager réflexions, anecdotes et ressources sur les sujets que nous abordons dans le podcast. Le lien pour vous inscrire est dans les notes de cet épisode. Merci de votre écoute. Je me réjouis de faire avancer ces sujets avec vous. En septembre dernier, j'ai embarqué 7 personnes, femmes et hommes, dans un programme de groupe de 20 semaines que j'ai conçu, dédié à la construction d'une carrière épanouissante en même temps qu'une vie personnelle riche. Le programme s'appelle En même temps pour cette raison. En 20 semaines, ils ont opéré comme une profonde mise à jour de leurs envies, de leurs rêves, de leurs ancrages, pour continuer à avancer dans la direction qu'ils ont choisie, dans le pro et dans le perso. Quand je leur ai demandé ce que le programme avait changé pour eux, ils m'ont parlé de leur meilleure connaissance d'eux-mêmes et de leurs aspirations, de leur plus grande conscience de leurs besoins. Ils m'ont parlé des changements qu'ils avaient opérés, la reprise du sport, l'organisation de leur journée, parfois de tout petits changements, mais aux grands impacts. Ils m'ont parlé de l'autocompassion qu'ils ont développée, du perfectionnisme qu'ils ont mis en sourdine et de la culpabilité qui leur a un peu lâché les baskets. Ils m'ont parlé des conversations importantes qu'ils ont eues avec leurs conjoints, conjointes, avec leurs amis, sur la base de ce qu'ils apprenaient et découvraient dans le programme. Et ils m'ont parlé du groupe, de ce groupe dont ils font désormais partie et sur lequel ils ont pu compter et pourront continuer à compter. Un groupe très divers, mais avec des envies et des motivations communes. On est début 2024, et c'est peut-être un moment où vous avez envie de tout ça pour vous. Vous vous posez peut-être des questions sur votre prochaine étape professionnelle. Vous avez peut-être envie de viser plus haut, mais avez peur de trop y perdre. Ou vous avez peut-être envie d'une pause, que vous n'assumez pas vous qui avez toujours foncé. Je suis très heureuse de lancer une 2e session, à partir du mois de mars, pour des personnes qui ont envie de s'investir dans ce programme aussi soutenant qu'ambitieux, au service de leurs aspirations pro et perso. Les groupes sont de taille réduite, pour privilégier la qualité des échanges et des relations. Si vous avez envie de rejoindre cette 2e promo qui démarre début mars, vous pouvez prendre rendez-vous pour un premier échange dans le lien en description de cet épisode ou directement sur mon site www.conscious-culture.com. Rubrique offre. Je me réjouis d'échanger avec vous et de vous accueillir dans le programme. Bonjour Romain. Bonjour Sandra. Bienvenue dans Les Équilibristes. Merci pour cet accueil. Ouais, je suis très contente de te recevoir et de te rencontrer parce qu'on est en présentiel, comme on dit. Et c'est sympa de se voir en vrai, plus que derrière un écran. Je commence toujours par remonter dans le passé. Je voudrais rencontrer Romain à 7 ans. À 7 ans ? Ouais, à 7 ans. Savoir de quoi tu rêvais quand tu avais 7 ans, dans quel environnement tu grandissais, avec quel message. C'était comment la vie pour toi à 7 ans ? 7 ans. Faut que je me rattache à une classe peut-être pour voir. Donc en gros CP, CE1. CE1, ouais. Ok. Je viens d'un petit village de campagne. On enregistre là, on est à Paris, donc on peut voir le grand écart. Je suis bon élève. L'école, ça marche bien. Je fais énormément d'activités. Ah oui ? Ouais. Du foot, de la musique. Je pense le saxophone à ce moment-là. Et en vrai... Ouais, tout va bien à ce moment-là. T'avais des frères et sœurs Ah oui, on peut aller vraiment très loin. Ouais. Ouais, j'ai un petit frère qui s'appelle Pierre-Alexandre, qui lui aussi fait du foot, qui lui aussi fait de la musique. Donc je pense que j'ai grandi dans une famille où l'école c'est important, mais aussi apprendre au-delà du cadre scolaire est important. Et je crois que c'est d'ailleurs un truc, tu vois, je sais qu'on est dans le passé et j'ai 7 ans, mais je pense que c'est un truc qui fait partie aujourd'hui de mes valeurs hautes. Et je pense que d'ailleurs quand on est entrepreneur aussi... Le fait d'apprendre. Le fait d'apprendre, ouais, et d'être câblé pour apprendre, et si on n'apprend pas, il y a un truc qui manque. Oui. Et le foot et le saxo, tu continues ? Le foot, non.
après une blessure, mais après la musique, toujours un petit peu, ouais. Et ça ressemblait, enfin, tu sais, souvent on dit quand j'étais petit, je voulais faire ça. Tu te souviens comment tu te projetais dans la vie d'adulte? Si tu te projetais, ça se trouve pas du tout. À l'époque, je voulais être jockey. Ah ouais. Ouais. Et tu montais Mais à cheval pas et tout du tout. Ah bon C'était juste dans mon petit village, il y avait des courses de chevaux annuelles, la fête chaque mois de juin. Et j'adorais ce moment-là, où j'allais en famille, où on s'amusait à parier sur, sur le cheval qui allait gagner, etc. Et je crois que quand l'instit me demandait tu veux faire quoi plus tard, c'était jockey. Et après, j'ai compris qu'il fallait avoir certaines dispositions, être un peu plus petit, pas trop lourd, voilà. Ouais, un peu dissuadé. Puis après, je crois, et ça, c'est encore une chose qui me garde beaucoup, c'est je voulais devenir chef cuisinier. Ah ouais. Ouais. Parce que je viens d'une famille où ma maman cuisine toujours très bien. Donc j'ai été éduqué à bien manger. Je me suis dit, tiens, ça pourrait être sympa de faire ce métier-là. Alors je sais pas si c'était à l'âge de 7 ans ou 10 ans, mais c'était un peu mes deux métiers coup de cœur quand j'étais petit. Ouais, c'est rigolo. Il y a de la connexion dans les deux. Il y a de la connexion, il y a le partage, le mélange pour créer quelque chose de nouveau. Effectivement, et cet aspect, comment dire, bonne cuisine autour d'une bonne table, ça se retrouve aujourd'hui dans ce qu'on fait chez Squared. Ouais, et ben Squared, on va en parler. T'es ingénieur de formation. Et aujourd'hui, tu diriges Squared, qui vend des programmes de mastermind. Donc, tu vas peut-être nous expliquer ce que c'est, puis on rentrera dans le détail après. Mais bah oui, tiens, c'est quoi un mastermind? C'est quoi un mastermind? Ouais, pour ceux qui connaissent pas. Pour ceux qui connaissent pas, en une phrase, ça peut être la solution à la solitude de l'entrepreneur. Et je crois que j'ai envie de commencer par ça parce que chez Squared, on est vraiment drivé par cette mission qui est d'éradiquer la solitude, l'isolement de l'entrepreneur. En fonction des entreprises et des secteurs d'activité dans lesquels on est, on peut plus ou moins se sentir seul. Et on peut se faire coacher, on peut aller dans des coworking, on peut faire énormément de choses. Et à un moment donné, on est face à des décisions, face à plein de choses. Et le mastermind en soi, c'est une solution à ça. Alors plus concrètement, peut-être c'était la réponse que tu pourrais attendre derrière ta question, c'est de pouvoir réunir des entrepreneurs qui partagent les mêmes valeurs, qui ont un objectif commun, qui généralement est un objectif de croissance, mais pas forcément que croissance d'entreprise et chiffre d'affaires, mais aussi de croissance personnelle, développement personnel, et qu'on a l'occasion d'accompagner pendant une certaine durée. Chez nous, c'est une année, tout au long de l'année, à travers des rencontres, à travers des moments où on peut connecter ensemble, à travers des moments où on peut partager des bonnes pratiques, où on peut avancer et réussir ensemble, tout simplement. Donc c'est ça le cœur de métier de Squared. C'est hyper intéressant et on va revenir sur des choses parce que dans le public des équilibristes, il n'y a pas que des entrepreneurs, il y a aussi beaucoup de gens qui sont salariés ou dans des organisations où ils ont moins l'impression d'avoir la main sur les choses. Mais je pense qu'il y a plein de choses qui sont applicables aussi, on va en reparler. Mais j'ai cru comprendre en t'écoutant dans d'autres podcasts, en lisant des choses, que tu as un super pouvoir qui est de structurer les choses, de processer les choses, d'arriver à voir comment décortiquer les étapes de chaque chose et de prendre de la hauteur comme ça. Ouais. Comment tu as utilisé ce super pouvoir? Comment tu l'as découvert déjà et utilisé? On peut y aller en mode thérapie ou on peut y aller en mode... Non, on peut aller très très loin parce que j'ai pris connaissance très récemment de pourquoi la structure et pourquoi mettre de l'ordre dans le chaos. Ouais. C'est quelque chose qui me drive mais très profondément. Et souvent quand on a une valeur forte, une valeur haute, ça vient d'un manque dans l'enfance. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, c'est vrai que au-delà de réunir les gens, et au final, c'est de voir des connexions et des ponts entre les gens à travers les masterminds. C'est que pour moi, la structure, ou tout au moins mettre de l'ordre dans le chaos, c'est déjà une baguette magique pour un grand nombre d'entrepreneurs qui sont créatifs, qui ont besoin, qui sont énergétiques, mais qui ont besoin de structure pour supporter la croissance. Et juste, je vois la vie comme ça. C'est-à-dire que chez moi, donc on est à Paris, il me faudrait 2 pièces de plus pour pouvoir mettre tous mes Lego. Ah ouais. Ouais. Donc, tu vois, à 7 ans, je faisais moins de Lego. Aujourd'hui, je fais plus de Lego à bientôt 40 qu'à 7 ans. Parce que je prends énormément de plaisir à peut-être que certains se disent mais il est fou ce gars. Non. Enfin, c'est pareil. Ah ouais, j'adore les Lego, j'adore comment mon mari en fait, mes filles. Voilà. Ouais. Donc j'adore ça et c'est vrai que notamment dans l'entrepreneuriat, ça va faire 15 ans que je suis entrepreneur. J'ai pu faire énormément de choses, accompagner des clients et voir finalement des patterns et des similitudes dans à la fois
les problèmes qu'ils pouvaient avoir, les solutions qui pouvaient être apportées. Et finalement, c'est comme si y a une espèce de chemin qui se dessine un peu pour tout le monde. Alors certes, où chaque entrepreneur peut être unique dans ce chemin-là, mais il y a quand même des grandes autoroutes, une fois qu'elles sont structurées, qui fonctionnent et qui fonctionnent bien. Donc c'est pour ça que souvent on associe effectivement Squared ou moi-même à communauté pour les masterminds et à structure. Et toujours la structure, non pas juste pour faire quelque chose de joli et d'ordonné, mais structure au service de la liberté, pour qu'on puisse encore construire des choses par-dessus ce qu'on a structuré. Ouais, c'est ça. Et peut-être juste pour rapidement, mais comment t'es devenu dirigeant de Squared? Parce que t'as pas démarré dans l'entrepreneuriat. Non. En 3 étapes? Ouais, vas-y. Tu vois, c'est structuré en 3 étapes. 1, vas-y. 2, 3. Première étape, tu l'as dit, je suis ingénieur de formation. Background sur les nanotechnologies. Mon métier initialement, c'était de pouvoir concevoir les microprocesseurs qu'on peut retrouver dans les téléphones, dans les ordinateurs, etc. Sauf que ma première expérience professionnelle n'a pas été du tout en tant qu'ingénieur, il a été dans l'accompagnement de la recherche. Mon premier job a été de travailler pour l'ambassade de France à Berlin. On parlait tout à l'heure de l'Allemagne, de Munich, Berlin, donc ça a été mon premier job, où au final, c'était en 2008, j'avais quand même du temps avec ce job-là, et j'ai commencé à bloguer. Donc là, c'est le premier pied, finalement, en 2008, dans le blogging. Et pendant 3 ans, j'ai voulu développer une entreprise. J'ai dit j'ai voulu, parce qu'au bout de 3 ans, si on parle du succès d'une entreprise à travers le chiffre d'affaires qu'on peut générer, c'était pas une entreprise successful, puisque au bout de 3 ans, 0 € de chiffre d'affaires. Et pourquoi t'appelais ça... Alors, t'appelais ça quand même ça une entreprise? En fait, je caressais... Voilà, c'était déjà à l'époque pouvoir monétiser son savoir. Alors il faut savoir que l'entreprise dont je parle, c'est même pas une entreprise, c'était un blog, ça s'appelait Beatbox Blog. L'art de faire de la musique avec sa bouche. Quand tu me disais tout à l'heure, est-ce que tu fais toujours du saxophone? Je fais un peu moins de saxophone, mais j'aime beaucoup faire de la musique avec la bouche. Et j'avais le site leader à l'époque sur le sujet. Leader dans le sens où c'était le premier que tu découvrais sur Google quand tu tapais dessus. Mais en vrai, c'était peut-être ma première leçon avec le recul de l'entrepreneuriat. C'est que le human beatbox, ce n'est pas... le marché est inexistant. C'est-à-dire que déjà, il y avait très peu de personnes qui s'intéressaient au sujet. Les gens qui s'y intéressaient, c'était un petit peu des marginaux dans le bon sens du terme, mais qui n'avaient pas forcément l'argent pour se payer des cours de musique. Et puis, souvent, on parle de marché et de proposer une offre autour d'une douleur en particulier. Et faire la musique avec sa bouche, voilà. Il n'y a pas de peine. Mais ceci étant dit, ça m'a permis de commencer à écrire à l'époque. Le podcast n'existait pas. Ma première vidéo sur YouTube, ça devait être en 2009. Donc c'était assez pionnier. Mais au-delà de ça, ça m'a juste permis la leçon, parce que je pars du principe que soit on gagne, soit on apprend. Alors si on n'a pas gagné à développer l'entreprise, j'ai énormément appris. Et ça, c'est la première étape. J'ai dit 3. Ouais, tu m'as dit 3. On a le temps. Oui, on a le temps. Parce que la deuxième étape, c'est juste de se dire, je vais pas reproduire la même erreur. Et en 2011, j'ai lancé du coup un autre blog qui s'appelait, parce qu'il existe plus ou moins encore, le décodeur du non-verbal. Quand je t'ai dit que je suis un passionné et que j'aime apprendre, donc tu vois que là, le human beatbox, ça m'a passionné. Là, c'était le langage corporel. Sauf que je voyais qu'aux États-Unis, il y avait un marché autour de ce domaine-là. Je me suis formé avec Olivier Roland à l'époque, sur une formation qui s'appelait Blogueur Pro. Et c'est là où finalement j'ai pu monétiser à travers un blog sur le langage corporel, ma première formation en ligne. Et donc 2012, première formation en ligne, premier lancement. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas Facebook Ads, c'était le Far West. On pourrait faire tout un épisode sur l'époque. mais dans tous les cas, c'est là où je me suis dit, en fait, premier lancement, j'ai généré plus de chiffre d'affaires que ce que j'étais payé en tant que salarié. Et même si je commençais à devenir entrepreneur dans l'âme, j'ai dit, ok, bon, on peut reproduire ça, je pense, au moins une fois par an. C'est ça qui m'a donné un petit peu le côté, c'est bon, je me lance dans l'entrepreneuriat. Et là, tu as vu la structure, t'avais cette vision des Lego, quoi, en fait, de tac, 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 et ça peut se reproduire, et donc... déjà, c'est un peu une approche systémique des choses. Et c'est vrai que quand je regarde tout ce que j'ai appris sur le beatbox dans cette activité de blogging m'a servi pour lancer beaucoup plus rapidement le business du décodeur non-verbal. J'ai développé ça 4 ans, plein de formations en ligne sur le sujet. Et là, il s'est passé un truc magique, et ça va nous faire le lien avec Squared. C'est que j'ai rencontré énormément de gens qui, eux aussi, commençaient à monétiser dans des niches différentes leur savoir-faire, leur expertise. Et que, comme j'étais l'ingénieur et le gars qui structurait tout, on me posait la question, mais Romain, comment tu fais? Comment tu fais pour créer tel funnel? Comment tu fais pour etc. Et pendant vraiment 4 années, c'était des amis, quoi. Je partageais comme ça, c'était pas du tout une activité. Et pour en revenir à
à la bonne assiette et à la bonne table, je les invitais, on faisait des dîners, des restos, etc. Et au final, cette activité aujourd'hui, Squared, le nom existe depuis 9 mois, mais l'activité existe depuis 2016. Avant, c'était une autre marque, c'était mon nom, patronyme, etc. Mais en fait, en 2015-2016, je me suis dit, ok, l'histoire sur le langage corporel, on a fait une boucle. Moi, je suis moins intéressé par le sujet, je suis plus passionné par les gens que je rencontre et sur l'aspect business en ligne. Et c'est là où j'ai commencé à faire le premier mastermind. Et pourquoi Squared, ce nom ? Il y a déjà le côté très carré qu'on va retrouver. Squared avec un D, c'est le carré au carré. Donc c'est vrai que nous, quand on travaille, on est là aussi pour amplifier à la fois l'entreprise, mais aussi l'entrepreneur. Et c'est vrai qu'on a fait un travail après nous il y a un truc très chiffré dans nos programmes. C'est le côté ingénieur. Oui. On a le mastermind 67, le 78, etc. Oui, pour expliquer pour ceux qui n'ont pas fait tout le travail de recherche que j'ai fait, c'est pour aller de 6 à 7 chiffres. Ouais. Enfin, tu peux, oui, c'est un petit clin d'œil à cette industrie du marketing direct qui vient beaucoup des US, des États-Unis, et où on dit, a 6 to 7 figure business, 7 to 8. Et donc, on a gardé ce petit clin d'œil dès le démarrage. Puis ça fait une belle progression pour nos membres aussi. Ouais, c'est clair, vous les accompagnez sur le long terme. Et ce super pouvoir là de structurer, on est dans un podcast où on en parlait en off, on est ni l'un ni l'autre vraiment fan de équilibre vie pro vie perso, on préfère parler d'intégration, mais donc cette structure, j'imagine que c'est pas une structure qui part quand tu quittes, quand tu enlèves ta casquette d'entrepreneur. Je crois savoir que tu structures aussi beaucoup dans ta vie. Ouais. Vous voyez pas la tête qu'il fait, mais... Si, non, c'est vrai. Ouais. Et on structure beaucoup. Donc, par quoi je commence ? Ce que tu veux, cette idée que... Qu'est-ce que ça apporte, la structure, en fait ? Pour moi, ça apporte... tu as à nouveau accès à tes ressources. Quand on parle de ressources, on peut la diviser en temps, les ressources temps, les ressources focus, ressources énergie. Il y a aussi la ressource argent, on en parle souvent, mais en fait, quand tu structures, c'est que tu mets tout en pilote automatique d'une certaine manière. C'est-à-dire que ton focus, ok, c'est structuré, j'y pense plus. Donc là, tu régénères de la créativité, là, tu régénères un état de flow. Le temps, c'est pareil, c'est-à-dire que toutes les choses que tu faisais et qui n'étaient pas structurées, et que tu refaisais, là, tu passes moins de temps à les faire. Et donc pour moi, structure égale accès à ses ressources égale liberté. Et il y a vraiment cette sensation, et puis de manière empirique, ça se retrouve, c'est que dès qu'on structure quelque chose, on peut reconstruire par-dessus. Et moi, je vois vraiment des espèces de cliquets ou d'effets de levier, où à un moment donné, on a structuré un certain stade, que ce soit le perso ou le business, parce qu'on peut structurer sa santé, on peut structurer sa vie de couple, on peut structurer son fonctionnement en interne, et l'entreprise aussi. Et moi, je vois vraiment comme une espèce de jeu où tu as passé un niveau de structuration, tu passes au niveau Mario. suivant. Ouais, c'est Mario. Et alors, donne-nous des exemples, parce que je sais que, pour avoir discuté de ce sujet, je sais qu'il y en a peut-être qui lèvent les yeux au ciel en se disant, mon Dieu, on se met de la structure partout, quel ennui, quel enfer. Ouais. Donne-nous des exemples de ce que ça veut dire, la structure. Je vais t'en donner 2, parce que dès que j'en parle, dès qu'on en parle, parce que c'est une structure de couple et de famille, à nos amis, ils veulent faire la même chose dans la foulée. Ok. Donc avec Lauriane, ça fait maintenant 1 an et demi. On a ce qu'on appelle un Family Operating System. Un FOS. Un FOS, exactement, le FOS. Très inspiré finalement du système opérationnel de la boîte chez Squared et de ce qu'on partage à nos membres. On dit souvent que le business, ça peut être la famille. Nous, on pilote la famille comme un business. Alors, il y a de l'émotion, il y a du partage là-dedans, mais c'est juste que tous les trucs chiants de la vie quotidienne sont en mode pilote automatique. Alors, on a 2 instances avec Lauriane, une hebdo et une trimestrielle. Je vais d'abord parler de la trimestrielle parce que c'est celle qui vend c'est celle qui fait passer la pilule et après tout le monde est content. D'accord. Mais tous les trimestres, en fait, on part en retraite de couple tous les 2, sans les enfants. Et là, je reviens tout juste d'un petit week-end à Aix-en-Provence que Lauriane a organisé. Et ce qui nous permet juste de nous poser tous les 2, de parler de qu'est-ce qu'on va faire ce trimestre-là. On a discuté au démarrage, on faisait ça des valeurs de la famille, ce qu'on veut pour nos enfants, etc., etc. Et on fait toujours ça dans des endroits hyper sympas, hyper chill, on prend soin de nous, etc. Et ça, là, on sait exactement ce sur quoi on a envie entre guillemets, de travailler sur... Enfin, travailler, c'est un gros mot, mais mettre notre focus. Par exemple, 2024, le mot d'ordre pour la famille, c'est douceur. Voilà. Donc, c'est vrai que ça va être notre filtre de 2024, c'est comment on peut apporter plus de douceur dans la famille. Aussi, on a des vies, elles travaillent aussi beaucoup. On a des vies qui sont toujours parisiennes, des fois
et pour être plus douce. Ouais. Donc on a ça, et chacun organise un trimestre sur l'autre. Ok. Donc, moi, en mois de mars, c'est moi, et puis... et entre ça, on a fait tous les dimanches soirs un petit same page. On se synchro tous les deux, tous les dimanches soirs après que les enfants soient couchés, juste pour regarder le calendrier, en fait. Pardon, le calendrier. Pour regarder qui va chercher les enfants telle semaine, etc. Mais ça, on a un calendrier qui est partagé et où il y a une certaine récurrence dedans. Donc c'est plus voir est-ce qu'il y a cette semaine ou dans les 2 semaines qui arrivent des conflits avec notre façon de fonctionner habituelle, mais aussi tous les sujets que d'habitude on aurait pu discuter le soir en rentrant où on n'a pas l'énergie. En fait, on les met dans un asana, dans un logiciel. Ah, il y a vraiment un asana. Il y a un asana. Ouais, exactement, un asana partagé. Alors c'est là où pour au départ Lauriane, qui est peut-être moins structure que moi, s'est dit ok. Mais en fait, quand elle a vu le potentiel de décharge mentale, où on a juste notre temps et en plus on en discute. Alors il y a un petit rituel quand on fait ce meeting le dimanche soir, c'est sympa, c'est fun, et on n'en discute plus de la semaine. Et c'est fait. Ouais. Et c'est fait, justement, c'est fait. Des trucs aussi bêtes que prendre les billets de train pour est-ce que tu as bien payé la nounou, est-ce que enfin, tu vois, tous ces sujets-là sont dans ce genre de système. Donc oui. Chaque chose a sa place, quoi, en fait. Tu sais qu'elle a une place, donc ça te décharge mentalement. Mais Ouais, et des trucs tout bêtes, mais par exemple, quand on reçoit un email de l'école, l'email est directement transféré à l'ordre du jour pour en discuter le dimanche. C'est-à-dire que il y a vraiment une automatisation. Nous, là, ce qu'on n'a pas la version payante sur Asana, sinon on peut le faire, mais c'est juste un transfert, une adresse email spéciale qui nous le met à l'ordre du jour. Ouais. Donc on transfère l'email. Je te montrerai tout à l'heure. Ah ouais. Alors ça m'épate. Oui, parce que peut-être que les gens qui ne connaissent pas Asana, c'est un logiciel de gestion de projet. Oui, tout à fait. Après, il y en a plein d'autres différences. C'est vrai qu'on ne jure que par cet outil-là, mais il y en a plein d'autres qui fonctionnent bien. Ok. Et donc on entend la notion de liberté. Il y a autre chose qui est au cœur, je crois, de ce que tu fais, c'est le pouvoir du collectif. Qu'est-ce qui fait que tu as été convaincu de ça et que tu as eu envie d'en faire ce que tu en as fait, quoi? Je crois qu'initialement, c'est parti d'un constat. C'est qu'avant de faire des masterminds, j'ai fait du coaching en one-one. Et combien de fois il m'est arrivé de raconter quelque chose le matin pour raconter la même chose l'après-midi. Et encore ça, c'est ok. Mais le pire, c'est que la question de l'après-midi, la réponse était chez la personne que j'avais eu le matin, et vice-versa. Je me dis, mais si on était tous les trois dans la même pièce, ça serait juste génial. Et c'est comme ça que finalement, je me suis intéressé à ce concept de mastermind, que je ne connaissais pas initialement, pourtant ça existe depuis plus d'un siècle, peut-être même avant. Les historiens s'accordent à dire que c'est Edison, Firestone et un groupe qui s'appelait les Vagabonds, donc 4 grands magnats de l'industrie américaine au début du XXe siècle, qui se réunissaient pour juste partager leurs pratiques, être ensemble, connectés. Mais en fait, on se rend compte que un mastermind n'est pas réservé à une élite. Mais au final, dès qu'on se retrouve dans un groupe qui partage, et c'est ce que je disais tout à l'heure au démarrage du podcast, les mêmes valeurs, parce que c'est hyper important, et qui sont drivés par un objectif commun, en fait, un mastermind peut naître. Je pense qu'à partir de 4 personnes, 5 personnes, c'est bien parce qu'il y a toujours des fois une personne qui peut ne pas être là. 5 personnes jusqu'à une cinquantaine de personnes, on peut vraiment bénéficier finalement du cerveau collectif. Donc c'est sûr que quand on est dans ce genre de groupe, on est vraiment dans la posture d'apprentissage la plus efficiente, dans le sens où on est avec des gens qui ont les mêmes problématiques. Donc on se soutient, on se tire la bourre, ça dépend comment on regarde la pièce. Il y a des gens qui ont déjà fait le chemin, donc on a juste à suivre, on a du mentoring. Et puis il y a des gens à qui on peut aussi partager notre chemin. Donc finalement, on structure notre parcours en pouvant le réexpliquer. Donc c'est ça aussi un des avantages dans un mastermind, c'est que tu vois, par exemple, toi tu rentres dans un mastermind, et bien tu as cette expertise équilibre pro-perso, on va dire, voilà, qui va juste être essentielle pour tout le groupe. Par contre, tu vas avoir des problématiques où d'autres personnes vont pouvoir t'aider, t'accompagner. Donc c'est ça qui est assez magique. Et après, toute la question et la justesse du mastermind, c'est comment faire en sorte que justement, quand on met des personnes avec souvent des hauts potentiels, avec des cerveaux brillants, c'est comment on fait en sorte que le cadre, la structure, permettent de faire ressortir énormément de valeur de ces échanges. Et merci de le présenter les choses aussi simplement, parce qu'effectivement, je pense qu'entre le nom en anglais, qui peut en intimider certains, y a un côté société secrète, c'est pas pour moi, alors que... Je pense qu'initialement, c'était un peu ça. Ouais, certainement. Quand tu dis Edison et The Vagabonds, machin, ouais. Parce qu'il y en a même un autre qui est assez connu, de par son fondateur qui est décédé depuis, c'est Houdini. Donc il y a le cercle des magiciens, qui est un mastermind de magiciens, où à l'époque,
ils venaient du monde entier partager leurs astuces. Donc ça restait secret. Oui. Mais là, aujourd'hui, dans tous les cas, ce qui est important, il y a cet aspect confidentialité est hyper important parce qu'on veut être dans un environnement où il y a de la bienveillance, où ce qu'on va partager, des fois, c'est des trucs deep, c'est des trucs... on est en train d'ouvrir le capot de son business, on n'a pas envie que tout le monde le sache. Donc, c'est hyper important qu'il y ait un cadre quand même de sécurité et de confidentialité. D'où le côté, oui, c'est secret, mais c'est juste pour le bien-être du groupe. Pas parce qu'on ne veut pas montrer ce qui s'y passe. Je suis en train de réfléchir en même temps, et je ne sais pas si tu as la réponse, mais comment c'est une mentalité finalement. Et comment ça, on pourrait l'appliquer à des gens qui sont salariés, qui ont envie de progresser dans un domaine ou de faire décoller un projet en interne. Enfin, t'as déjà vu ça, faire des formes de mastermind, mais en interne ou en inter-entreprise? C'est vrai que mon expérience de l'entreprise, elle est très loin. Mais ceci étant dit, moi, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est intelligence collective. Et ça, je sais que c'est des initiatives qui peuvent être complètement... si le cadre de l'entreprise aussi le permet. Donc c'est ça où des fois, quand on est dans une boîte, on n'a pas la main mise. Mais organiser un atelier d'intelligence collective sur un sujet sur lequel on souhaite progresser, sur lequel on sollicite nos collaborateurs et on a juste, de la part de la direction, peut-être l'autorisation de prendre 1h30 sur son temps de travail dans la semaine, une salle, pour pouvoir organiser ça, en fait, c'est possible. Mais ça vient d'une démarche interne. Si on attend que ça vienne d'en haut... Exactement. Et ça, c'est souvent un truc où les gens me disent bah oui, mais je peux pas parce que si, en fait, si tu peux. Et j'ai eu un échange hier avec Dominique Bugnier, qui est directrice des opérations chez Octo Technologies. Et on avait exactement cet échange parce qu'on parlait de comment on fait naître des mouvements en interne, en fait. Comment on fait émerger des choses nouvelles en groupe. Ouais. Et souvent, faut pas que ça soit top-down. C'est justement que ça vienne des collaborateurs. Donc, Ouais. T'as une grande éthique de travail. Dans ton parcours et tout, on sent qu'il y a eu beaucoup de travail, que t'aimes travailler. Et je t'ai entendu dans un podcast dire qu'il y a eu un moment où le travail a pris trop de place dans ta vie. Et je sais qu'aujourd'hui, t'as des horaires. T'es entrepreneur, t'as d'une grosse boîte quand même. Et t'as des horaires. Tu travailles pas jusqu'à 23h. Comment t'en es arrivé là ? Et merci de tordre le cou à cette idée que quand on entreprend, il faut bosser jour et nuit et tous les week-ends. Alors, par où on prend ça ? Je pense qu'il y a eu un gros déclic. Jusqu'en 2019, je travaillais beaucoup. Mais je travaillais mal aussi. C'est-à-dire que quand on travaille beaucoup jusqu'à 23h, c'est qu'on n'a pas compris un truc. C'est-à-dire que des fois, il y a certaines personnes, et je pense que j'en fais partie, tant qu'il y a du vide, je le remplis. Donc et en fait, il y a eu un heureux événement qui a été la naissance de mon petit garçon, qui a fait que ce vide-là, il a été rempli par quelqu'un de beaucoup plus important que mon travail. Et ça a été un vrai déclic, puisque 6 mois avant sa naissance, je me suis dit, en fait, je ne peux pas continuer à développer cette entreprise, parce que je veux pouvoir aller le chercher à la fin de l'école si j'en ai envie, j'ai envie d'avoir mes week-ends, j'ai envie de passer du moment de qualité. Ça, c'est une de mes... Je ne sais pas si tu connais les langages de l'amour. Les temps de qualité, pour moi, c'est le plus important. Donc, et je ne voulais pas non plus sacrifier le développement entrepreneurial, etc. Encore une fois, c'est l'idée d'avoir cette intégration pro-perso, de pouvoir évoluer dans toutes les sphères de sa vie. Et donc, c'est là où finalement, la structure a dû intervenir. Donc, en fait, il y a eu ce gros déclic. Et aujourd'hui, par contre, j'aime travailler aussi. Et je pense que j'ai des horaires de salarié. Je viens au bureau. Là, on est dans le bureau, et tu me posais la question tout à l'heure avant l'enregistrement, c'est est-ce que tu viens tous les jours, etc. Et j'ai envie de dire oui, quasiment tous les jours, parce que ça me met dans un cadre de travail, je ne suis pas à la maison non plus, et puis c'est limité, c'est-à-dire je dois arriver vers 9h, puis j'aime bien partir vers 16h, ce qui est relativement tôt, parce que je vais au sport après, et ça fait partie en fait de mon équilibre de vie, de pouvoir me ressourcer de cette manière-là. Des fois, j'ai des petits coups de rush, ça arrive, parce qu'il faut être transparent là-dessus, mais mes coups de rush, c'est pas le soir, c'est tôt le matin. D'accord. C'est-à-dire je me lève à 5h à 7h, je vais pouvoir faire mes coups de rush avant que les enfants se lèvent. Mais c'est une période que j'adore parce qu'on n'est pas du tout dérangé, on est en pleine créativité. Mais c'est pas la norme non plus. Mais merci de ton honnêteté, parce que souvent on a des échanges comme ça et puis après en off, après le podcast, on se rend compte que les gens ont aussi des périodes. Il faut dire les choses. C'est pas, on n'est pas dans la... Il y a beaucoup de mythes autour de l'équilibre. On n'est pas dans la semaine de 4 heures, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. 4 jours, c'est déjà bien. 4 heures, c'est compliqué. Moi, je suis très frappée. J'accompagne toutes sortes d'entreprises et de clients individuels par le degré d'urgence que je perçois. D'urgence qui va vraiment crescendo. Les gens répondent plus aux mails, les gens sont absolument noyés. Il y a un truc collectif qui est assez inquiétant, je trouve, sur ça.
Qu'est-ce que tu vois, toi, et peut-être quelle piste ou quelle solution tu as à offrir par rapport à ce sentiment d'urgence qui n'est pas corrélé. Enfin, quand je parle à des oncologues, ils ont le même sentiment d'urgence que des financiers. Il y a quelque chose qui va pas, quoi. Ouais, je peux t'en parler à deux niveaux différents. Mhm. Il y a un premier niveau, c'est de savoir où est-ce qu'on va. Mhm. Tu vois, chez Square, on a une vision à 25 ans. On a, 25 ans. Ouais. Alors, j'ai eu la chance d'être mentoré par quelqu'un notamment qui fonctionnait et réfléchissait de cette manière-là. Ok. Donc, ça change beaucoup de choses en fait. Et tu as une espèce de dilatation du temps où t'es pas à la journée près, etc. Ouais. Et quand tu regardes 25 ans, 25 fois 4 trimestres, ça fait 100 trimestres pour pouvoir mettre en place les choses. Donc c'est vrai que je suis un peu un extraterrestre aussi là-dessus, mais ça te permet aussi au temps T de prendre des décisions. Tu dis, est-ce que ça a un impact sur 25 ans, oui, non, et tu as vite fait le choix. Donc t'es large, en fait. Je suis large, Ouais. très large. Ouais. Par contre, pour quand même être concret, parce que la vision à 25 ans, j'y suis pas encore, on n'y est pas encore. Et c'est moi que je dis, je suis et on n'y est pas. C'est-à-dire que tout part d'abord de la vision personnelle. On voit trop d'entrepreneurs qui vont... donc ça, c'est la vision. Qui vont fixer des objectifs, etc. avec leur entreprise. Et au final, pour se rendre compte que c'est désaligné complètement avec ce qu'ils veulent vivre à titre personnel. Ouais. Donc nous, on invite vraiment tous nos membres de Mastermind à d'abord se poser sur qu'est-ce que je veux moi à titre personnel. Et après se dire, est-ce que mon entreprise est une ressource pour que ma vie personnelle, la vision dont j'en ai dans les prochaines années, soit un actif plutôt qu'un passif. C'est comme ça qu'on a les burn-out d'entrepreneurs, etc. Il y a une course effectivement même salarié, hein. Il y a une course je dois, mais au final ça vient jamais servir la vie perso. Donc quand par exemple je peux être dans le rush dans certaines périodes et que je sais que ça supporte la vision, il y a du sens derrière ça. Donc ça c'est peut-être un premier point. Et après effectivement, donc je te parlais de la vision à 25 ans, après il y a une vision qui est déclinée à 3 ans, c'est déjà très très loin. Mais 3 ans, ça te fait 12 trimestres. Dans 12 trimestres, si tu peux, en fonction des équipes que tu as, avoir 5 à 10 projets par trimestre que tu peux mettre en place, si tu focuses juste sur ces projets-là et que c'est ta priorité, en fait, toutes les urgences n'en sont pas vraiment au final. Ouais, et tu t'as mis sur deux mots qui sont hyper importants et qui sont... On peut se dire oui, mais quand on est entrepreneur, on a plus la main sur ce qui relève de l'urgence, ce qui relève du prioritaire. Moi, je vois beaucoup de clients, encore une fois, corporate ou dans des organisations où on a complètement perdu la définition de ce qu'est une priorité. On ne sait plus dire ce que c'est qu'une priorité. C'est quoi une priorité, d'ailleurs ? Je n'ai pas la définition, mais par contre, j'ai la solution, c'est de savoir plus dire non que oui. Ouais. Et parfois, quand on est dans une entreprise, on a l'impression, parce que ça vient de l'autorité, on dit oui à tout, même si ça n'a pas de sens, même si ça nous dévie nos priorités, etc. Donc ça, c'est le premier point. Et après, moi, il y a une phrase que j'aime répéter, c'est qu'il n'y a pas d'objectif trop ambitieux, que des deadlines trop ambitieuses. Ah oui. Elle est géniale, cette phrase. Ben oui. Et c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, autorisons-nous à rêver grand, parce qu'on est fait comme ça. Par contre, laissons-nous le temps d'y arriver. Et je pense qu'on est effectivement dans une société où il faut du résultat rapide, il faut qu'en un claquement de doigts, on ait la solution, etc. Et c'est vrai que moi, on prône un peu à contre-courant on va faire les choses de manière ambitieuse, mais on prend le temps de le faire. Et si tu veux aller plus vite, juste mets les ressources pour pouvoir le faire. Les ressources en temps, en équipe, en argent, etc. Par contre, si c'est toi qui portes ça seul en tant qu'entrepreneur, prends le temps, quoi. Et c'est important aussi d'être patient. On a tous des idées, on a tous des projets qu'on a envie de faire. Je les stocke. Et ça ne veut pas dire que c'est pas une mauvaise idée. Je sais que là, on a un projet ce trimestre-ci de venir avec nos masterminds dans toutes les régions de France. Un mastermind tour. Cette idée-là, je l'ai depuis 4 ans. Mais c'est au bout de 4 ans qu'on la met en place parce que là, c'est le bon moment, c'est le bon espace pour le faire. Et je suis très heureux d'avoir stocké cette idée, de l'avoir enrichie, de l'avoir complémentée à travers différents échanges pour quand on le sort et que c'est le bon moment, ça se fait de manière très très rapide. C'est précieux de t'entendre dire ça parce qu'on est effectivement... c'est vrai quand on est entrepreneur et ça doit être vrai aussi quand on ne l'est pas, mais cette idée que quand on a une idée, il faut qu'elle soit réalisée tout de suite. Sinon, on va nous la piquer. Sinon, elle sera périmée. Sinon, il y aura déjà quelqu'un sur le truc. C'est un changement total de mindset ou de paradigme, quoi. Ouais, mais la piquer, en vrai, toi, avec le recul, je me dis, on est tellement unique en tant qu'être humain. Ouais, je suis d'accord. Quand on a des valeurs fortes, un pourquoi fort, on peut faire la même chose que quelqu'un d'autre. Ça va résonner différemment auprès de... Enfin, tu vois, ton podcast, il existe depuis 5 ans. Parce que c'est toi, parce que tu as tes valeurs, parce que tu as ta façon de faire. Ça résonne. Et quand bien même quelqu'un d'autre parlerait d'équilibre pro-perso, ce serait complètement différent. Et c'est OK. Ouais, complètement.
Il y a une question, alors je sais pas, tu l'avais vu cette vidéo de Sista où il y avait une comédienne qui jouait une journaliste qui avait interviewé des patrons, des grands patrons français hommes, en leur posant des questions qu'on pose habituellement aux femmes. Je l'ai vu passer, mais je savais pas que c'était... Ouais, je vois de quoi tu parles. Elle est excellente cette vidéo, et notamment une question sur... je crois qu'il y avait une question sur les enfants, et moi je trouve pas qu'il faut pas la poser, cette question, je trouve qu'il faut la poser à tout le monde. Donc je te demande, ça a changé quoi l'arrivée de tes enfants dans ta vie professionnelle, ta manière de te projeter et ta manière de travailler? Vie pro, alors ce qui est assez marrant, c'est que du coup, c'est aussi vie de couple. Oui. Oui. Parce qu'en vrai, on pouvait mettre les enfants et en avant et la boîte en avant. C'est le couple qui aurait pu en souffrir. Oui. D'où le fait d'avoir ces moments dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis à l'inverse, si on n'est que sur les enfants, c'est l'autre côté qui peut en pâtir. Ils ont quel âge déjà, tes enfants? 5 et 2. Ok. Petit. Et 5 et 2, qu'est-ce que ça a apporté? Ça a apporté, je pense, plus de moments présents. C'est-à-dire que quand je suis avec eux, je suis vraiment avec eux. Et donc, autant avant, j'aurais pu faire une activité à titre perso et toujours checker mes emails ou mes machins. Voilà, quand je suis à la maison, l'ordinateur est fermé, le téléphone aussi. Donc, c'est vraiment des moments de qualité avec eux. Ouais. C'est une discipline que tu t'imposes ou ça s'est fait naturellement? Ça se fait naturellement parce que, en fait, déjà, je peux pas faire deux choses en même temps. Ouais. Bah oui, comme tous les humains. Ouais. Mais vraiment. Vraiment. Et comme je le disais tout à l'heure, mon langage d'amour, c'est des temps de qualité à partager. Donc, naturellement, je suis drivé. Moi, je déteste quand je discute avec quelqu'un qui fait autre chose en même temps. J'ai juste l'impression que, du coup, qu'il n'écoute pas. Donc, je pense plus de temps présent. Après, tu m'as posé la question, de moments présents. Tu m'as posé la question par rapport à l'entreprise. Moi, il y a un truc quand même je parle notamment à mon plus grand de tout ce que je fais. Et donc, il y a un côté legacy qui commence à se mettre en place et d'inspiration. Je vais te donner un exemple. J'ai eu la chance d'intervenir sur la scène d'Aline Bartoli il y a 2 mois. Le Bichot, il y avait 400 personnes sur scène. Et j'ai demandé à Aline, est-ce que mon petit Sacha peut juste venir me voir? Et donc, il est venu. Et c'est juste ce genre de choses où je me dis, tiens, qu'est-ce que je peux normaliser ou standardiser dans son quotidien pour que lui se dise, en fait, quand il sera plus âgé, ça, c'est normal, en fait. Moi, j'ai pas bénéficié de ça, je l'ai construit plus tard, mais alors je sais pas si c'est un bien ou un mal, parce que des fois on dit que les enfants, il faut qu'ils passent par de l'adversité pour se développer, mais je sais pas, moi, s'il y a des sources d'inspiration que je peux lui donner comme ça, j'essaye. J'aime bien ce mot de normaliser que tu emploies, parce que il y a un truc aussi que tu normalises, peut-être consciemment ou pas, mais c'est qu'on prend beaucoup de plaisir à travailler et beaucoup de plaisir à faire ce qu'on fait. On présente, en particulier en France, où on a un peu cette idée que le travail c'est pénible, c'est un truc qui nous éloigne de la maison, qui nous prend. Alors que de dire je m'éclate dans ce que je fais, quoi. Ouais, complètement. Ouais, c'est clé. Ouais, cette notion de normalisation, on le trouve avec les enfants, mais aussi avec les... Toi, ça, c'est un des avantages des masterminds, c'est de normaliser le succès. C'est juste quand tu arrives dans un environnement, ce qu'on appelle l'épigénétique aussi, où juste le critère et la normalité, je sais pas, c'est... Chez nous, par exemple, tout le monde, à un moment donné, va écrire un livre. Enfin, c'est marrant, mais ça arrive à chaque fois. Je suis peut-être le seul du mastermind à ne pas en avoir écrit un. C'est un petit peu la private joke. Et en fait, ça devient normal. Donc, pour des fois, un objectif ou un TEDx, pareil. Des fois, on se dit, mais c'est pour les autres, c'est impossible, etc. Mais en fait, quand tu te retrouves à une table et que tout le monde l'a quasiment déjà fait, ça normalise le succès. Oui, on est la moyenne de... C'est quoi cette phrase? Je crois que c'est encore Tony Robbins, pour le citer une deuxième fois. Peut-être, qui a dû le piquer à je ne sais qui avant, mais on est la moyenne des 5 personnes avec qui on passe le plus de temps. Ouais, le fait de normaliser. Et normaliser, c'est intéressant aussi. Moi, sur mes sujets, il y a normaliser le fait qu'on a des responsabilités en dehors du travail. Qu'on n'est pas juste directrice, directeur, telle ou telle casquette, c'est qu'on est autre chose. Et ça, c'est très récent, de ne pas s'en cacher. Et se poser la question, c'est qui je suis quand je ne travaille pas? Mais vraiment se poser la question. Ouais. Et des fois, on se trouve face à un vide sidéral parce qu'on ne sait pas qui on est quand on n'a pas l'étiquette boulot. Et c'est vrai que quand on arrive à se développer à travers sa famille ou le sport ou la santé, etc., c'est clé. Ah oui, parce que dans le pro-perso, il y a beaucoup plus que juste le travail et la vie de famille. Tout à fait. On réduit beaucoup à ça. Ben justement, l'équilibre vie pro-vie perso, comment tu le qualifierais? On a dit que tu préférais intégration pro-perso, mais ça veut dire quoi pour toi l'équilibre vie pro-vie perso? Je t'avoue que j'ai jamais réfléchi à cette question. Ce qui est sûr, c'est que
moi aujourd'hui le pro vient soutenir mon perso. D'exemple tout bête, mais par exemple dans les masterminds, on fait ça dans des beaux endroits. On mange très très bien. Et vraiment, ça fait partie de mes valeurs hautes. Et ce système, finalement, je profite autant que nos membres de ça, à titre personnel. Donc c'est de se dire, effectivement, dans le pro, comment ça peut servir le perso. Après, je pense que c'est quelque chose sur lequel j'essaye de tendre, mais c'est comment mélanger aussi les deux mondes. Donc je te racontais l'histoire de mon petit garçon qui était là sur scène. On organisait, on le fait pas cette année, mais c'est un peu stoppé avec le Covid, c'est des rencontres même où la famille vient à la fin d'une rencontre. Pour juste aussi que la famille comprenne qu'est-ce que nos membres font professionnellement parlant, pour essayer de comprendre les choses. Mais sinon, intégration pro-perso, je pourrais pas te dire. Je pense que ce que je veille vraiment, c'est que le pro me laisse assez d'énergie pour le perso, parce que généralement, le perso arrive en fin de journée, dans la semaine. Et c'est ça. C'était ça le fil que j'avais, que j'ai perdu tout à l'heure. Mais en fait, quand on parlait, je reviens à la normalisation, mais finalement, toi, le point de départ, c'est comment créer une vie pro qui soit au service de ma vie perso. Et pas comment faire de la place pour ma vie perso dans une vie pro qui est déjà très remplie. Ouais, comment mettre un carré dans un rond, quoi. Ouais, voilà. Exactement. Ouais. C'est comment ça vient autour. C'est la vie perso que je veux avoir et comment ça vient en soutien, comment ça s'organise autour. Et tu vois, quand je te dis à partir de 16h, je vais faire du sport, c'est que je sais que ça va me donner de l'énergie quand je vais après retrouver les enfants le soir. Tu es en charge d'équipe aussi. Vous êtes combien chez Squared ? Là, on est une quinzaine. Ouais. Comment le fait de prendre soin de sa vie personnelle est intégré dans la façon dont vous travaillez ? Si on parle du sport, par exemple, en fait, on a à la fois des personnes avec qui on travaille en freelance, on a aussi des salariés qui sont... donc on est une équipe de 15 personnes, mais sur Paris, on n'est que 2. Tout le monde travaille de manière asynchrone et en remote. Et on fonctionne beaucoup sur objectifs. C'est-à-dire que trimestriellement, il y a certains projets qui doivent apparaître et les collaborateurs sont responsables, ont l'accountability de leur projet. Mais au final, ils vont au bout de ces projets en leurs propres termes. Donc, à un moment donné, c'est une question aussi d'autonomie, d'organisation personnelle, etc. Moi, je suis très sensible à la vie de famille, donc on ne va jamais mettre des réunions à 8h ou à 8h30, ou même après 16h30, 17h, ça n'arrive jamais. C'est très, très rare, et quand ça arrive, je m'en excuse d'avance, et s'ils ne sont pas là, je comprends tout à fait. Et tout pareil, comme j'ai une valeur assez forte au niveau des ressources de l'énergie du sport, si la séance de sport, elle est à 9h le matin, elle est à 9h le matin. Mais après, dans tous les cas, si à la fin de la journée, ce sur quoi on a décidé, les actions qui devaient être accomplies sont accomplies. Et je pense qu'au-delà de cet équilibre pro et perso, on a la chance de pouvoir travailler dans l'équipe avec des gens qui sont très autonomes, qui ont aussi un sens du travail bien fait, donc ils vont jusqu'au bout. Je dirais plus, il faut faire plus attention de ne pas aller jusqu'au bout du bout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à force de vouloir trop bien faire, on peut justement se griller. Et des fois, c'est plus ce côté-là où il faut faire attention. Ouais, le surinvestissement. Le surinvestissement, qui est pas si nécessaire que ça, qui est même pas nécessaire du tout. Mais je vais te donner un exemple. Si ça m'arrive, par exemple, de me connecter un vendredi soir ou même un samedi matin pour envoyer un message sur Slack, en fait, je le programme pour le lundi matin à 9h. Donc, il n'y a pas de notification qui arrive chez mes collaborateurs le week-end. Parce que moi, j'ai pas envie de recevoir non plus, en fait. Bah oui, c'est ça, Ouais, et puis enfin, quand on t'écoute, on se rend compte à quel point c'est le dirigeant qui donne le ton de la culture, de ce qui est ou pas accepté, encouragé. Ouais, je pense que c'est une de nos valeurs fortes, c'est d'être un exemple épique. Alors, tout un narratif sur qu'est-ce que c'est épique, mais dans tous les cas, c'est pour nos membres, c'est toujours les inspirer à ce que l'on fait, mais aussi pour nos collaborateurs. Si on part du principe, enfin, tout ce que je fais moi, vous avez le droit de le faire. Et donc, des fois, même, j'insiste pour faire des choses qui, conventionnellement, dans le travail, on se dit, par exemple, aller au sport à 16h, non, attends, il faut que je termine à 18h, etc., je ne vais pas y aller. Mais encore une fois, moi, je pense qu'on a peut-être aussi beaucoup de chance, c'est que ça fonctionne parce que les résultats aussi sont là. Parce que je ne crois pas non plus à cette entreprise où, au nom du bien-être, on peut faire un peu tout ce qu'on veut. Je crois qu'il y a, je ne sais pas si c'est le mot garde-fou ou des systèmes de contrôle ou de feedback. La personne morale, l'entreprise, il y a des objectifs. Et après, c'est comment on inscrit son travail dans la réalisation de ces objectifs et au service de son bien-être aussi. Mais il y a vraiment ce va-et-vient entre le collectif et l'individuel qui est clé.
C'est-à-dire que collectivement, vous savez ce que vous avez à faire et Mhm. chacun sait ce qu'il a à faire dans cet ensemble-là. Il y a l'ingrédient de l'autonomie quand même que tu as évoqué, qui Ouais. est super important Ouais. d'être capable. Et Il y a aussi, on veille aux ressources qui sont nécessaires en avance. Mhm. Donc on planifie par exemple sur des projets trimestriels, qui va être impliqué, dans quelles ressources. Ça peut nous arriver d'avoir une période où on sait qu'on va être dans le rouge, on communique avant, et c'est pas non-stop. C'est-à-dire que je pense que pour performer, hein, c'est comme une équipe sur un terrain, et à un moment donné, il va falloir courir et cravacher dans un match, mais aussi il y a des moments où ça va être plus tranquille. Il y a une mi-temps aussi pour se reposer, etc. Donc ça arrive d'avoir des coups de rush. Là, on a eu 2 semaines de marketingment parlant où c'était assez le rush. C'était beaucoup de plaisir. Mais je savais aussi que derrière, on allait avoir le mois de décembre où ça va être plus tranquille. Donc il y a aussi cette perspective de savoir est-ce que ça va être dans le rush tout le temps ou pas dans le... de créer des rythmes, en fait. Ouais, créer des rythmes. Moi, j'entends cette idée de rush qui est permanent dans plein de sociétés, parce qu'on ne se pose pas la question de où est l'espace de récupération. Tu vois, si on file la métaphore sportive qui est vachement utile pour parler de ça, il est où le temps de récupération, en fait, pour que les équipes... Parce que tu dis, je sais pas, certainement que c'est possible parce que ça marche, mais c'est parce que ça marche que aussi c'est pas possible. Ben ouais. Ouais. Après, je suis assez sensible. Il y a ce livre que j'avais lu il y a quelques années qui s'appelle Peak Performance, toujours dans la métaphore du sport, où effectivement, pour faire croître un muscle, il faut une période de stress pour un peu casser les choses, mais pour faire avancer. Et puis après, une période de repos et de reconstruction pour faire grossir le muscle. Et puis, je pense que c'est un peu utopiste de se dire c'est un long fleuve tranquille, une entreprise, parce que finalement, on ne grandit pas. C'est une alternance, mais judicieuse, de périodes de stress un peu plus intensive et de repos, de reconstruction, pour repartir sur des nouveaux projets. D'ailleurs, quand on parle de croissance et de structure, c'est un peu ça. Souvent, la croissance, on met un peu de chaos, on crée un peu une certaine dette qui, du coup, est corrigée par la structure qu'on va mettre en place pour pouvoir regrossir par-dessus derrière. Toujours 2 phases. Derrière tout ça, il y a une notion qu'on n'a pas nommée, mais qui est la question de l'ambition. Donc, tu as parlé tout à l'heure d'objectifs ambitieux et de deadline ambitieuses. Et toi, moins ambitieuse du coup les deadlines. Il faut être OK avec des deadlines plus cool. Voilà. Comment tu dirais que ton ambition à toi a évolué ? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, ce terme ambition ? Je crois qu'au départ, l'ambition, elle était drivée par le chiffre d'affaires. Parce que je pense que c'est ce qu'on voit. Et des fois, on a des ambitions, des objectifs qui sont des pures copies de ce que l'on peut voir autour de soi et c'est pas interne. Mais une fois qu'on a atteint ça, on est peut-être plus drivé par le why, la mission, etc. et puis le plaisir que l'on prend. Et quand je partageais de vision à 25 ans, c'est que moi je me vois encore dans 25 ans à faire des masterminds, alors peut-être avec des entrepreneurs 89 ou même plus, j'en sais rien, mais ça sera toujours un peu le même principe de partager des bons moments, d'échanger, d'apprendre. Donc je pense que l'ambition, en tout cas de mon côté, c'est plus aller connecter à ses valeurs hautes, plus aller connecter à ce que l'on aime faire, plus elle peut grandir. Ce qui a beaucoup changé moi dans mon ambition, c'est le jour où j'ai su m'entourer de personnes avec qui je savais que je pouvais déployer cette ambition. Parce que souvent on se limite dans son ambition parce qu'on se dit que, premier réflexe, ok, si je fais ça, non, je ne m'autorise pas à rêver aussi grand parce que ça va tomber sur moi et moi je suis déjà sous l'eau, au four au moulin, c'est même pas la peine. Donc là, il y a 4 ou 5 ans, quand j'ai recruté mon premier bras droit et que je me suis rendu compte qu'en fait j'étais pas le seul à devoir porter mes rêves, l'ambition, etc. Et que j'avais quelqu'un genre juste qui dépotait sur ça, ça m'a beaucoup aidé. Et en fait aujourd'hui l'ambition, c'est que je sais qu'aujourd'hui c'est toujours de plus en plus fou, enfin j'ai l'impression, mais quand je la partage dans mon équipe, ma garde rapprochée mais aussi toute l'équipe, en fait ils sont chauds et ça fait tellement de bien de se dire c'est bon, dans tous les cas on n'est pas seul et d'une part on a le temps pour le faire et en plus on a les ressources et on a l'équipe pour y aller. Donc ça joue beaucoup sur l'ambition. Et après, comment la nourrir, c'est que, comme je pense que c'est ma plus haute valeur, l'apprentissage est là, c'est que naturellement, je vais connecter, je suis curieux. Donc, j'ai aussi un podcast où les 100 premiers épisodes, c'était que des interviews d'entrepreneurs plus avancés que moi sur le papier ou que Square dans son développement. Et donc, tu chopes des indices à droite, à gauche, et puis comme tu structures, tu vois les patterns, et tu sais où est-ce que tu dois aller. Et ça va dans un projet où tu te dis, OK, prochaine vision à 3 ans. Ça, c'est des thématiques qu'on devrait revisiter pour déployer l'ambition. Ouais, c'est génial, le podcast, ça fait une excuse pour contacter des gens. Exactement. Et parler avec eux. Il y a une question que j'avais envie de te poser. C'est quoi la dernière fois que tu as changé d'avis sur quelque chose ? C'est quand ? Ouais. Et sur quoi ?
Tu vois, tu poses la question, je prends le premier truc qui me vient en tête. Ouais. C'est très spécifique, c'est sur notre stratégie marketing. On a changé de stratégie en septembre. Je pense qu'on a... Et pourtant, je m'y connais en marketing. Je pense qu'on a fait tous les projets qui ne marchaient pas. Mais genre, depuis un an, même des années. Jusqu'au jour où je me suis dit, OK, on va le faire à ma sauce, même si personne ne fait comme ça. Et en faisant à ma sauce, ou tout au moins avec l'esprit Squared, on a eu des résultats qu'on jamais on a eu. Et donc, je pense que la décision... Enfin, c'est aussi un sujet avec tous les sujets de structure qu'on voit dans la boîte que j'ai un peu délaissé. Mais c'est aussi bon d'une part de se dire, OK, on change la stratégie, on change complètement de fusil d'épaule, entre guillemets. Et puis quand ça marche derrière, ça fait du bien aussi. Et donc tu dirais que là, tu as changé d'avis pour aller vers quelque chose qui te ressemblait davantage. Ouais, qui ressemblait plus à la façon dont Squared opère. Parce qu'il y a plein de stratégies, en fait, d'un point de vue business. Et je pense que c'est important d'avoir des stratégies qui résonnent aussi avec les valeurs et le cœur de métier. Ça me fait penser à cette métaphore de l'oignon où on enlève les couches aussi de choses héritées, empruntées pour aller au cœur de ce qui résonne. J'aime bien cette métaphore aussi. Ouais. De quoi t'es fier, Romain ? Quoi je suis fier Et là, tu peux me lancer sur n'importe quel sujet, c'est-à-dire ça peut être entreprise, comme... Ce que tu veux. Elle est très ouverte, la question. Ok, je suis fier de ma famille. C'est bête à dire, mais fier de ce qu'on construit et ce qu'on essaie d'offrir à nos enfants. Ouais. Eh ben, merci d'avoir partagé tout ça avec nous. Un grand plaisir. Merci de votre écoute. Pour continuer à explorer le sujet de l'équilibre des temps de vie et vous mettre en action pour trouver ce qui fonctionne bien pour vous, vous trouverez des tas d'épisodes et d'articles sur mon site www.leséquilibristes.com. Et si vous aimez le podcast, si ce travail vous est utile, il y a plusieurs moyens de le soutenir. En vous abonnant sur votre plateforme d'écoute préférée pour être notifié des épisodes qui paraissent et en laissant une note et un commentaire. Vous l'avez entendu 50 fois ça, mais ça compte vraiment. Ça permet de rendre le podcast plus visible et donc disponible pour de nouvelles personnes qui peuvent le découvrir. Vous pouvez partager un épisode avec quelqu'un à qui vous voulez du bien. Et vous pouvez aussi visiter mon site www.conscious-culture-au-pluriel.com consacré à mes accompagnements en entreprise et en coaching individuel et de groupe. Vous pouvez aussi m'y laisser un message si vous voulez me suggérer une thématique ou inviter pour un prochain épisode. Rendez-vous mercredi dans 2 semaines pour un nouvel épisode.